Bonjour. Imaginez que vous soyez dans un monde parfait. Tout est prévu, planifié d'avance. Et surtout, n'importe quelle décision importante n'est prise que rationnellement, sur la base d'informations complètes, vérifiées, jamais sur des sensations passagères, encore moins sous le coup de l'émotion. Ces décisions pourraient porter sur tous les sujets importants, là où faire des erreurs aurait des conséquences graves, que ce soit par exemple le domaine médical, l'embauche, la gouvernance publique, le crédit, l'assurance, même la conduite automobile. Eh bien, ce monde parfait, rationnel, c'est celui que nous vantent certains développeurs informatiques. Pour atteindre cette perfection, pour éviter des erreurs coûteuses, eh bien, quoi de plus idéal que d'utiliser les dernières avancées technologiques? Pourquoi pas l'intelligence artificielle? Celle-ci, grâce au réseau de neurones notamment, dispose de certaines capacités d'apprentissage par elle-même à partir des données qu'on aura sélectionnées pour elle ou auxquelles on lui aura donné accès. Alors, nous imaginons que ces réseaux, puisqu'ils ont appris par eux-mêmes, eh bien, nous imaginons qu'ils ne devraient pas souffrir des habituelles erreurs de programmation que les humains provoquent. La machine, laissée seule à elle-même, semble prendre de meilleures décisions que n'importe quel humain. Ou n'importe quelle machine programmée par un humain. Prenez le cas par exemple de l'algorithme auto-apprentissant AlphaGo 0. Eh bien, celui-ci a battu sa version antérieure, AlphaGo, qui était programmée, elle-même ayant battu Lee Sedol, qui était jusque-là le meilleur joueur humain du jeu de Go au monde. En résumé, au plus la machine s'affranchit de l'humain, au mieux elle semble se perfectionner. Au-delà de cet exemple singulier du jeu de Go, d'où nous vient cette représentation, ce mythe que nous portons sur la technologie? Pourquoi est-ce que la première représentation des robots dans la pièce de Karel Čapek présente-t-elle un renversement d'humanité? Est-ce que c'est une angoisse qu'en tant que créateurs, nous produirions inévitablement des monstres qui nous feront à leur tour disparaître, comme dans le roman de Mary Shelley, dans lequel le docteur Frankenstein est persécuté par le monstre surhumain qu'il a créé? Plus sérieusement, pourquoi pensons-nous confusément que la machine deviendrait surpuissante, que la singularité, promise par Ray Kurzweil, est plausible? Pour le dire encore autrement, pourquoi est-ce que la machine se tromperait moins que l'humain? Pourquoi est-ce que les résultats des calculs mathématiques nous semblent plus rationnels que celles des facultés de notre esprit lorsqu'il est laissé à lui-même, que notre entendement lorsqu'il délibère? Eh bien, si l'on en croit un des principaux représentants du rationalisme, René Descartes, adopter la bonne méthode permettrait d'éviter de se tromper, sauf délibérément, bien sûr. Après lui, ce sont sans doute les conséquentialistes, et en particulier les utilitaristes, qui ont dû achever de nous convaincre que l'erreur, y compris l'erreur morale, ne pouvait provenir que d'un mauvais calcul. De même, dans une vision computationnaliste de l'esprit, c'est-à-dire là où le cerveau est comparé à un ordinateur, on pense que penser, justement, n'est rien d'autre que calculer. Si donc, apparemment tout, de la connaissance du vrai à la bonne prise de décision, en passant par l'action morale, si tout repose sur une maîtrise des mathématiques, eh bien alors, un super ordinateur, un super logiciel d'intelligence artificielle devrait penser, calculer de manière plus parfaite que ne le font nos petites cellules grises. Comme le dit le dicton, qu'on répétera souvent, je suppose, l'erreur est humaine. Heureusement que la machine, de par sa perfection mathématique, ne sera pas soumise à nos limitations. Cependant, les récentes découvertes des biais dans les algorithmes remettent en question nos croyances en la perfection des machines. Alors, faut-il supprimer l'erreur? Nous en donnerons deux illustrations pratiques pour comprendre les enjeux sociétaux de cette question qui n'est pas que philosophique. L'erreur possède-t-elle une valeur, soit qu'elle soit commise par une machine ou par un humain? Quelle valeur
pour les erreurs machines. Commençons par quelques précisions techniques sur ces erreurs machines. Les erreurs des machines peuvent provenir de différentes sources, ainsi que le montrent les différents intervenants de notre workshop. Je vous renvoie vers les différents ingénieurs qui s'exprimeront aujourd'hui. Certains plaisantins aiment à apprendre des gros mots étrangers, et bien d'autres malveillants, eux, pervertissent des jeunes IA, des jeunes intelligences artificielles, comme par exemple le robot de chat Tay de Microsoft, devenu xénophobe en quelques heures. Ainsi, l'adage anglais garbage in, garbage out montre bien que d'entrer des données erronées, faussées ou délibérément néfastes à la base risque fort de ne pas produire des résultats satisfaisants à la sortie, même si votre algorithme est bien conçu. C'est une loi logique connue, de falso sequitur quod libet, ou en français, que du faux, l'on peut déduire n'importe quoi. Cependant, et paradoxalement, en informatique, il est possible, voire nécessaire, de tenir compte même des erreurs de données. Pourquoi ça? Parce qu'une machine entraînée uniquement sur des données parfaites pourrait s'avérer inutilisable dans notre monde qui s'avère hélas bien imparfait, lui. On peut parler pour les spécialistes de surapprentissage pour désigner ce problème. Heureusement, il est donc possible d'entraîner les machines à reconnaître certaines formes d'erreurs dans les données. Par exemple, des données de qualité plus ou moins dégradée, telles que vos photos de vacances qui sont plus ou moins floues, plus ou moins bien cadrées. Cette technique consiste à délibérément altérer soit les données, soit carrément les réseaux de neurones durant la phase d'apprentissage, et cela s'appelle le drop-out. Un informaticien peut donc délibérément intégrer des erreurs volontaires dans les données qu'il donne à apprendre à la machine. L'apprentissage peut nous sembler moins parfait, il est en fait plus robuste, et ces algorithmes seront plus adaptés à un usage dans le monde réel par la suite. Donc, les erreurs des machines, les erreurs dans la machine ont de la valeur, même au point de vue technique pour la programmation. Du moins, cela n'a de valeur que si l'humain sait identifier les erreurs qu'il a fait apprendre à sa machine. Et ça, ce n'est pas le cas des biais algorithmiques, par exemple. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Ils sont difficiles à anticiper avant une mise sur le marché des algorithmes. Qu'est-ce qui se passe dans le cas des biais? Eh bien, la machine apprend correctement nos erreurs, mais à notre insu. Nous ne nous en rendons pas compte. Enfin, jusqu'à ce qu'elle reproduise exactement dans le monde réel ce qu'elle a appris en laboratoire et que nous réalisions à ce moment-là que ça peut poser problème dans certains contextes. D'où viennent ces biais? Eh bien, ils peuvent provenir d'un manque d'interrogation préalable du concepteur, d'un manque de prise de conscience de la part de l'informaticien, des potentiels problèmes socio-culturels ou éthiques provoqués par des pratiques qui sont jusque-là considérées comme normales dans ce domaine, dans ce contexte où l'algorithme sera déployé. Exemple concret, un algorithme de recrutement pourrait ainsi défavoriser des femmes, contribuer à ce fameux plafond de verre, si jamais jusqu'ici seuls des hommes avaient été embauchés dans cette entreprise qui utiliserait donc un algorithme. La machine, au fond, ne ferait que reproduire au présent les erreurs et discriminations du passé. En plus de cette dimension historique, à savoir donc que la machine apprend toujours sur des données passées qui peuvent donc être dépassées, les biais peuvent provenir d'un aveuglement culturel, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Aveuglement donc. Ainsi, par exemple, lorsque le logiciel Google Photos a tagué un couple d'Afro-Américains comme étant des gorilles, eh bien c'est un humain qui a pointé l'erreur de la machine. Était-elle raciste? En contexte, pour des humains, pour nous seuls qui avons accès au sens, au signifié
comme l'expliquait John Searle dans l'expérience de la chambre chinoise. Oui, ce propos est raciste. Mais la machine n'est pas un être vivant. Elle n'a pas accès au sens. Elle ne fait que des calculs. Et ceci était correct par rapport aux données qu'on lui avait fournies. Donc savoir qu'une machine peut faire des erreurs contextuelles en contexte, alors même qu'elle a été sincèrement programmée sans malveillance délibérée, doit amener une grande prudence dans l'usage que nous en ferons dans le monde réel. Il n'y a donc que l'humain qui puisse prendre conscience des erreurs contextuelles de la machine. Et ce faisant donc, il n'y a que l'humain qui puisse prendre conscience de ses propres biais cognitifs. La valeur, dans ce cadre, des erreurs de l'IA, dans le cas des biais donc, est de nous faire voir ce que nos yeux ne voyaient pas. Par exemple, le racisme. Et de nous aider à transformer positivement nos pratiques et donc notre société pour qu'elles correspondent dans les faits davantage aux valeurs que nous voudrions y voir. Parmi les erreurs des machines, nous pouvons mentionner le cas des faux positifs et leur corollaire, les faux négatifs, qui sont aujourd'hui beaucoup mieux compris du grand public grâce au dépistage contre le Covid-19, qui en donne suffisamment d'exemples concrets. Ce sont des limites mathématiques, les faux positifs et les faux négatifs. Ce sont donc des exemples d'erreurs à part entière, d'origine mathématique donc, qui ne se révèlent qu'en contexte, exactement comme l'étaient les biais, le contexte est important. Et on ne peut pas les évacuer complètement des modèles mathématiques. Ils font toujours l'objet d'un équilibrage. C'est pourquoi ils doivent aussi faire l'objet d'une évaluation à la fois technique, mais aussi éthique, avant que ne soient employés aveuglément, automatiquement, dirais-je, des algorithmes d'évaluation ou de prise de décision. De manière générale, la collaboration homme-machine reste la clé pour éviter les erreurs. C'est un résumé. Pour ouvrir néanmoins une parenthèse, le traitement médiatique de la pandémie aura eu un effet pédagogique pour faire comprendre les difficultés et les limites des prédictions, des modèles mathématiques, des méthodes de calcul, des capacités à récolter les données. Pour le dire autrement, j'espère que nos contemporains accorderont désormais une confiance moins aveugle aujourd'hui à des graphes et des statistiques, voire des statistiques d'opinion. Alors bien sûr, graphes et statistiques sont utiles pour orienter la décision publique, ne tombons pas dans les théories du complot. Ce que je signifie, c'est qu'ils ne devraient jamais être compris comme des miroirs non déformants de la réalité, qui rendraient inutile toute prise de décision humaine. La théorie des erreurs machines produites par des bugs, des erreurs de programmation, des erreurs de données volontaires ou non, n'étant pas le seul point que je souhaitais investiguer dans cette intervention, je souhaiterais mettre l'emphase sur deux exemples sociaux où il semble que l'IA fasse des erreurs. L'intelligence artificielle étant dépourvue à la fois de sentiments et de conscience, bonne ou mauvaise, ne saurait être malveillante. Aussi, même si nous avons mentionné cette possibilité avant, comment pourrions-nous envisager que l'intelligence artificielle à elle seule serait susceptible de produire des discriminations sociales? Eh bien, la mathématicienne Katie O'Neill, dans son livre Algorithm Weapons of Mass Destruction, nous met cependant en garde sur les conséquences de l'usage d'algorithmes d'aide à la décision à grande échelle. Nous nous baserons sur des exemples qu'elle déploie dans son ouvrage, dont je vous recommande la lecture si ce n'est pas déjà fait. Un premier exemple est celui de l'emploi de l'algorithme d'évaluation nommé IMPACT en 2009 dans le district de Washington pour évaluer des enseignants, mais sans réflexion préalable suffisante sur les impacts psychologiques potentiels sur ces professeurs, ni non plus sur le contexte socio-économique des élèves. En soi, l'objectif poursuivi était louable, améliorer le niveau scolaire des élèves américains. Le moyen choisi, lui, était discutable.
Il s'agissait de distinguer les bons professeurs des mauvais. Et les conséquences furent inattendues. Le modèle d'évaluation partait du principe qu'un bon élève devait avoir eu un bon professeur. À l'inverse, un mauvais élève, c'est-à-dire un élève ayant de mauvaises notes, a forcément eu un mauvais professeur. Et là, les enseignants qui écoutent cette vidéo comprennent de suite où il peut y avoir un problème. Ce mauvais professeur apparent devrait donc être mal classé par l'algorithme et cela peut influencer négativement sa carrière. La réaction de survie des professeurs dont les classes étaient composées d'étudiants en difficulté scolaire et socio-économique, puisque les deux sont souvent liés, fut simple. Ils ont gonflé artificiellement les notes de leurs élèves. Ce qui a pénalisé de ce fait les professeurs honnêtes, qui eux étaient plus sévères dans leur cotation. Des professeurs tels que Sarah Wisoki, dont le renvoi injuste est cité par Katie O'Neill. Alors dans ce cas-ci, c'est l'existence même d'une évaluation par algorithme, sans discernement plus avancé, qui a provoqué des mensonges, des erreurs dans les données, et qui a abouti à une situation injuste, mais pourtant soutenue par un calcul présenté lui comme fiable, qui était basé sur des données qu'on supposait fiables, à savoir les notes des enfants. Pour raccourcir à l'extrême cet exemple, c'est en fait l'existence même d'une évaluation algorithmique mal calibrée qui a provoqué la fraude, au lieu de contribuer à améliorer le niveau d'éducation des élèves. Donc cet outil, l'algorithme, parce qu'il a été mal façonné par un humain, a produit de mauvaises conséquences. Les professeurs les plus honnêtes et exigeants ne donnaient finalement plus cours aux élèves favorisés, accroissant potentiellement de ce fait leur faible niveau d'éducation. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien qu'utiliser un algorithme avec la croyance que l'évaluation sera plus rationnelle et donc impartiale parce qu'issue d'un calcul, eh bien c'est d'être aveugle à la fois sur la technique et sur l'humain au sens large. L'intelligence artificielle, elle peut contribuer à accroître les discriminations sociales dans le milieu scolaire, alors même qu'elle était perçue comme une solution au problème. On imagine, qu'est-ce qu'il y aurait de plus neutre qu'un calcul? La responsabilité de ce travers est cependant à trouver chez l'humain, pas dans la machine qui l'a construite. Deuxième exemple, s'il est vrai qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison, enchaînons donc cet exemple issu du milieu scolaire avec un second exemple relatif à la sécurité et la justice prédictive. Je n'entrerai néanmoins pas dans les détails juridiques, je vous renvoie en cette matière vers la présentation du recteur émérite Yves Poulet. Alors, il peut sembler fort souhaitable qu'un juge ne se trompe pas sur la dangerosité des justiciables. Du moins, nous souhaitons qu'un juge fasse le moins d'erreurs possible sur le risque de récidive pour protéger la société. Le logiciel américain Compass était précisément censé aider les juges à calculer ces risques de récidive des criminels. Mais cependant, l'algorithme opaque, fonctionnant un peu comme une boîte noire, a plutôt eu comme résultat d'attribuer des scores beaucoup plus élevés aux populations afro-américaines. Et donc, tout comme dans notre exemple du plafond de verre, l'emploi de cet algorithme est venu renforcer des inégalités préexistantes. Tout aussi contesté, mais testé aussi en France, PredPol est un exemple de logiciel américain vendu aux services de police pour améliorer la répartition des patrouilles policières selon des points chauds situés dans la ville. Le problème de ces modèles, et que dénonce Katie O'Neill, c'est qu'ils produisent un effet de renforcement, ou comme elle le dit, une boucle de rétroaction pernicieuse. Selon Katie O'Neill, je cite, « Le résultat, c'est que nous criminalisons la pauvreté tout en étant convaincus que nos outils sont non seulement scientifiques, mais également justes. » Fin de citation. En somme, l'emploi des IA suffit pour certains à ne pas remettre en cause des inéquités et un manque de prise en compte du contexte. Erreur humaine. Les erreurs humaines seraient ainsi soi-disant transformées en une vérité
par le seul fait qu'elles sont cette fois-ci produites par des algorithmes. Nous avons parlé donc des erreurs machines et de la valeur des erreurs pour la machine, et nous avons illustré également 2 cas de difficulté de l'emploi de l'intelligence artificielle dans le domaine social et les erreurs que cet emploi peut provoquer. Qu'en est-il de l'erreur humaine alors? Le célèbre cogito ergo sum de Descartes, si je pense, alors je suis, possède un antécédent dans l'histoire de la pensée, antécédent que le philosophe français lui-même estimait très différent de son argument. Il s'agit du si falor sum de saint Augustin. En français, si je me trompe, je suis. Quelle plus grande valeur de l'erreur pour l'humain que de prouver de ce fait sa propre existence. La valeur de l'erreur est donc un enjeu qui n'est pas qu'informatique ou épistémologique, donc au niveau de la connaissance, ou moral, voire pratique ou contextuel. Il est avant tout existentiel, pratiquement métaphysique. Catherine Schulz, qui se définit comme wrongologiste, quelque chose que vous pourriez traduire en erreurologue, posait la question: comment se sent-on lorsque l'on a tort? Et sa réponse était tout autre que les sentiments négatifs auxquels vous pourriez penser. En effet, toutes ces réactions négatives, elles ne se produisent pas lorsque nous avons tort, mais lorsque nous avons pris conscience que nous avions tort. Et nous retrouvons là l'aspect central de cet accès au sens commun, au signifié, comme l'expliquait John Searle, à la possession de la conscience, de la vie, de l'existence chez l'humain. Seule, l'erreur de la machine ou de l'humain n'a pas de valeur. Nous pourrions dire que l'erreur sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'emploi d'un algorithme sans réévaluation continue ne représente pas d'autre différence que lorsque l'on se trompe et que nous n'en avons pas conscience. L'erreur a comme vertu de nous renvoyer à nous-mêmes, à nos biais, à nos hypothèses. Elle a le potentiel de nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes, ce que nous croyons, ce que nous faisons, et surtout ce que nous ferions bien de modifier pour nous améliorer. La perfection n'est sans doute pas de ce monde, mais il serait dommage que ce dernier soit condamné à répéter ses erreurs, soit à cause des machines, soit à cause de leurs concepteurs. Il peut être souhaitable en effet d'utiliser des outils informatiques pour nous aider à faire moins d'erreurs, pour nous aider aussi à prendre conscience des nôtres, mais tout en ayant conscience justement que ces circuits imprimés, ces algorithmes, eh bien, ils proviennent à l'origine des humains, et de ce fait qu'ils devraient être à leur service. Le premier programmeur au monde, qui était une femme, donc une programmeuse, Ada Lovelace, disait que la machine ne pouvait rien originer d'elle-même. Elle ne peut être à l'origine de rien, elle ne fait que ce qu'on lui dit, que ce qu'on lui apprend, ce qu'on lui programme de faire. En soi, ce seront toujours les humains qui fixeront les buts, les finalités de la machine, au risque sinon de ne pas comprendre ce qu'elle fait. La créature ne sera pas plus forte que son créateur. Donc les machines seront tout aussi imparfaites que leurs créateurs le sont. Cependant, seuls les humains ont cette capacité de confronter des résultats qui seront obtenus par la machine ou des résultats obtenus soit par des humains, soit des résultats obtenus par l'humain collaborant avec la machine, vice-versa. Donc seuls les humains ont cette capacité à confronter des résultats obtenus avec quelque chose qui est fondamental, la réalité. Seuls les humains peuvent faire cette concordance entre des résultats donnés et la réalité. En fait, ce problème remonte aux origines même de la philosophie. Rappelez-vous les raisonnements des sophistes. Ils étaient connus pour respecter la forme d'un syllogisme sans que l'on puisse dire que leur contenu était vrai. Autrement dit, la validité de la forme ne nous dit jamais rien sur la vérité du contenu. Comment savoir si la phrase « il pleut » est vraie
sans aller vérifier la météo d'une façon ou d'une autre. Enfin, cette question de la validité des modèles mathématiques que nous avons effleurés ne doit pas nous faire oublier la dimension essentielle des valeurs. Les valeurs, non pas celles que l'on chiffre, donc, mais celles qui nous dirigent vers un but, dans une perspective éthique téléologique donc. La croyance en une rationalité parfaite des mathématiques peut aller de pair avec un empirisme profond. Si je prends l'empirisme de David Hume, eh bien, il peut être poussé jusqu'au scepticisme moral, puisque ce que l'on appelle parfois la loi de Hume supposerait que de ce qui est, nous ne pourrions tirer aucun devoir-être. De ce qui est, nous ne pourrions tirer aucun devoir-être. Eh bien, une telle compréhension, s'il était appliqué à l'informatique et à l'IA, supposerait qu'à partir des données récoltées, eh bien, soit nous ne pourrions jamais définir aucune prédiction statistique dans une position sceptique radicale, soit que les associations qui seraient faites par les algorithmes entre d'une part une origine ethnique et une capacité de remboursement de crédit par exemple, eh bien ce ne serait que des faits. N'étant que des faits, ils n'emporteraient aucune valeur morale et nous ne pourrions pas voir là de racisme ou de discrimination. Il n'y aurait donc aucune raison d'adapter nos dispositifs de calcul pour y intégrer une forme de discrimination positive, par exemple, si nous voulions compenser des inégalités sociales préexistantes. Il n'y aurait là que des faits. Ce faisant, on pourrait dire effectivement que l'IA serait complice des discriminations sociales, parce qu'elle les masquerait sous l'apparence un peu kabbalistique pour les non-mathématiciens que nous sommes peut-être, cette apparence kabbalistique de processus algorithmique opaque dont la complexité même semble totalement idéale pour nous empêcher de les remettre en question. Ou comme le dirait l'adage, faites comme les puits, soyez obscurs, on vous croira profond. Pour le dire plus sérieusement, s'il y a une inégalité sociale entre les individus, une approche purement empirique de la donnée revient à dire que le calcul doit seulement en rendre compte, non pas corriger ces données et encore moins le monde qui les a produits. Et alors les conséquences sociales sont évidentes, comme dans le cas de Compass ou Prédipol. Les chances sociales des individus sont d'autant plus réduites que leur situation d'origine tendait vers la précarité. L'ordinateur, sous prétexte de calcul sur des données empiriques pour établir des prédictions, met en fait en place des prophéties autoréalisatrices, comme on l'a vu. Si donc l'humain est capable de confronter les résultats des calculs des IA avec la réalité, pour tester cette concordance entre les deux, et donc vérifier s'il n'y a pas d'erreur, au sens épistémologique, l'humain est aussi celui qui est capable de voir au-delà des calculs, pour des raisons morales, dans une dimension où la réalité ne doit pas forcément être seulement reflétée telle qu'elle est, comme si la société, ses représentations devaient être figées à tout jamais, mais plutôt dans une dimension volontairement transformatrice, selon des idéaux qui sont inaccessibles en tant que tels au calcul. Je parle de solidarité, de dignité humaine en particulier. Alors, bien sûr, l'économie peut en proposer des proxys, par exemple en fixant le seuil de pauvreté. Mais encore une fois, ces valeurs chiffrées n'ont de sens, de signification, que corrélées à des valeurs au sens d'idéaux. Des valeurs qui ne peuvent être évaluées, comprises, que par des humains. Souhaitons que ces valeurs-là, de liberté, d'égalité, de fraternité ou de solidarité, continuent à diriger les humains pour que ceux-ci orientent correctement leurs machines, au risque sinon de devenir eux-mêmes des machines en reniant leur existence. En résumé, l'erreur est donc acceptable si on la corrige. Elle nous ramène à nos responsabilités et capacités en tant qu'humains, en tant qu'êtres vivants, en tant qu'étant. On ne saurait supprimer l'erreur ni sa valeur sans supprimer la conscience humaine.
Je vous remercie.